Bonjour à tous, donc Patrick Duclos-Montagne, moi je travaille chez Orange, relativement grande entreprise, et donc je suis très heureux de participer à cette rencontre Tulip Conference. Je suis un utilisateur, assez gourmand de Tulip, et c'est la première fois pour moi que je rencontre d'autres membres de la communauté d'utilisateurs, et puis l'équipe Enaline, donc je suis très heureux. Je vais commencer par introduire le contexte d'utilisation de la plateforme Tulip chez Orange, donc dans le groupe Orange. Donc déjà pour donner quelques chiffres, et je laisserai éventuellement Laurence rectifier si je n'ai pas été rigoureux dans la saisie. Donc en termes de nombre de projets, tu m'indiquais, Laurence, qu'on est à 4000 projets actifs sur une période de 12 mois glissants. Voilà, donc 7300 projets existants, mais dont 4000 seulement qui sont actifs, donc des gros volumes quand même. En termes de nombre d'utilisateurs, 6000 utilisateurs ont été vus comme actifs sur le dernier mois, si j'ai bien noter les chiffres que tu m'as communiqués. Voilà, sachant que, peut-être pour repréciser, moi je suis vraiment côté, j'interviens là en tant qu'utilisateur, pour les aspects plateforme, mise en œuvre, infra, ce seront plutôt mes collègues Romuald ou Christian qui pourraient répondre à d'éventuelles questions là-dessus. Petite précision au niveau vocabulaire, alors c'est vrai que je passerai sans doute de l'un à l'autre, de Tulip à Orange Forge. Donc chez nous, chez Orange, l'instanciation a été nommée Orange Forge. Donc voilà, je pense que je dirais souvent Orange Forge, parce que j'ai l'habitude de le dire quand je suis avec mes collègues. Alors, un élément de contexte qui est assez important, c'est qu'en termes de plateforme collaborative, chez nous, chez Orange, il n'y a pas qu'Orange Forge. Et il y a des problématiques un petit peu de territoire, de lutte de pouvoir, on va dire ça comme ça. Beaucoup de personnes, beaucoup de mes collègues, quand on parle plateforme collaborative, me disent « Ah bah oui, bien sûr, tu vas créer un espace sur SharePoint, donc Microsoft SharePoint Collaboration. » Donc effectivement, on a aussi cette plateforme chez nous, très très utilisée par les équipes marketing. On a aussi un réseau social d'entreprises qui s'appuie sur le logiciel Jive Software, donc dénommé Plaza chez nous. Donc là j'ai fait deux petites captures écran de ces deux plateformes. Donc ici le réseau social d'entreprise Plaza, plateforme SharePoint Collaboration, moi, que je vois essentiellement comme un système de gestion de fichiers, alors certes avec des possibilités intéressantes en termes de dossiers, sous-dossiers, mais pour moi Tulip fait mieux. Voilà. Donc personnellement je fais partie des gens qui militent beaucoup en faveur de Tulip, et pas seulement dans des projets uniquement techniques. Parce que moi, je pense que ça peut largement dépasser le seul cas d'usage de projet d'un développement logiciel. Alors, à noter aussi qu'on a quelques collègues utilisent une instance de la solution open source Wecam, qui est déployée en interne chez nous. On a cette consigne dans notre grosse entreprise. Normalement, nos données projets, on ne les stocke pas à l'extérieur, en dehors d'exceptions bien identifiées, comme par exemple des projets collaboratifs. Là, effectivement, un projet collaboratif, il faut forcément négocier avec les autres parties prenantes, et du coup, on peut être amené à prendre une plateforme externe. Mais en dehors de ça, on ne devrait pas utiliser Trello ou d'autres solutions. Alors, juste quelques mots pour situer un petit peu qui je suis. Donc, moi, j'ai d'abord bossé dans des petites entreprises. J'ai un passé de développeur plutôt back-end. Et j'ai trempé dans les projets collaboratifs. Et je pense que c'est là que j'ai compris l'importance du partage de l'information. Aujourd'hui, je dirais, mon activité se répartit peut-être en trois aspects. Déjà, je suis impliqué dans l'animation d'une communauté métier, la communauté des architectes produits et services. Alors, architecte produits et services, ça ne va pas forcément dire grand-chose en dehors du contexte Orange. Voilà, je dirais c'est un peu comme l'architecture logicielle pour faire l'opposition chez nous avec l'architecture réseau, parce qu'on a effectivement des collègues qui sont à fond sur le réseau. Donc, ce qui n'est pas le réseau, c'est la construction de produits et de services. J'interviens en tant qu'acteur technique sur des projets de R&D, parce qu'effectivement, je suis dans une entité de R&D, et je contribue à des activités justement sur les outils,
activités d'évaluation, de recommandation, de formation ou de support. Donc voilà comment se répartit mon temps aujourd'hui. Donc moi je viens d'un petit peu loin, je suis au fin fond de la Bretagne, à Lannion, dans les Côtes d'Armor. Voilà. C'est un gros site chez nous, il doit y avoir pas loin de 1200 employés sur le site de Lannion, essentiellement des techniciens et des ingénieurs. Voilà, alors en deuxième partie, quelles sont les fonctionnalités de la plateforme Tulip qu'on a l'habitude d'utiliser dans mon entourage? Alors, dans les projets que moi-même ou mes collègues configurons, systématiquement on utilise ces fonctionnalités. Les trackers, bien sûr, les documents. Donc, je crois que c'est en anglais, dans la version française, ça va être livraison, du coup, donc pour publier, on va dire, un installeur d'un logiciel. Voilà. Les wikis systématiquement, la partie site web également, et Subversion. Je reviendrai pourquoi. Moi, j'utilise, effectivement, des fois, j'ai des collègues qui me chambrent, t'es pas encore sur Git. Pour certaines activités, j'utilise toujours Subversion, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et puis les annonces. Voilà, ça, c'est les services, c'est les fonctionnalités de Tulip qu'on configure systématiquement. Et puis, selon le type de projet, parfois on va aussi configurer un dashboard agile, ou Git, ou on utilise l'intégration continue avec Jenkins. Mais ce n'est pas systématique dans les projets dans lesquels moi je contribue. Un petit focus sur la problématique des statuts des projets, privés ou publics. C'est souvent un débat qu'on a au moment du lancement, de la configuration d'un espace projet. Personnellement, et puis avec pas mal de collègues, on est arrivé à cette solution hybride en fait, où on va préférer avoir un projet qui soit public, et donc tous les utilisateurs de la plateforme auront du coup un accès en lecture. Par contre, seulement les membres auront la possibilité d'écrire. Et là, je l'ai illustré sur le service document, là, un petit mode-up que j'ai partagé avec des collègues sur le service document, mais on pourrait faire des choses équivalentes sur les trackers. On va répartir, on va dire, un premier niveau d'arborescence qui va regrouper les éléments qui sont accessibles à tous. Et puis on va avoir un espace donc, qui est dédié aux membres du projet, mais en jouant sur les permissions, les autres utilisateurs non membres ne le verraient pas. Et puis une partie réservée aux utilisateurs, aux admins. Voilà, une situation qu'on utilise assez souvent. Donc voilà, le projet est public, mais on verrouille certaines parties. Alors chez nous, j'ai envie de dire que notre fonctionnalité favorite, c'est les trackers. Alors quand je dis nous, je parle des collègues avec lesquels je travaille, donc un certain nombre de projets. Déjà d'un point de vue un petit peu, du point de vue du pourquoi c'est si important à notre avis cette notion de tracker. Moi j'ai mis 3 petites illustrations là, sur des choses qui personnellement m'ont pas mal aidé. Je juge ça assez inspirant, ce genre d'input. Alors vous allez voir, il y a toutes les époques. Bon, cette fameuse phrase de Nicolas Boileau qui date de 1674. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette ou plus pure, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. J'ai l'impression qu'on le met en œuvre, ça, quand on s'impose l'exercice d'écrire, même très succinctement, une user story, une task, quelque part, quelque chose qui aurait pu être dit dans un couloir entre 3-4 personnes, et puis personne n'aura retenu la même chose. Si on fait l'exercice de mettre ces quelques mots sur un artefact de Tulip, et bien là, on a quelque chose qui, du coup, devient concret, partagé, peut être raffiné. Un autre élément que moi je trouve très très utile, c'est ce livre-là de David Allen. Alors moi j'aime pas trop le titre français, c'est Organisé pour réussir, moi ça me parle pas. Par contre la version d'origine en anglais c'est Getting Things Done. David Allen explique dans son ouvrage en quoi c'est important, aussi sur des aspects cognitifs, de se décharger un peu le cerveau, de se fourmiller, enfin de cette effervescence d'idées, et comment en les déposant dans des outils, que ce soit le management visuel avec des post-it ou avec des outils comme Tulip, comment on se fait du bien à soi-même, comment on se décharge le cerveau de cette gestion des idées qui bouillonnent. Et puis, il explique aussi, moi j'aime bien ce chapitre, à quel point c'est agréable
la satisfaction des choses faites. Hein. Quand on se dit, tiens, ça nous a enquiquiné ce bug pendant des jours, ça y est, c'est fait. Et on a la satisfaction de le mettre à résolu. Voilà. Voilà, pour faire aussi un petit clin d'œil, il y a un outil que moi j'utilise sur un plan personnel et associatif aussi, c'est Remember the Milk. Voilà, moi je ne suis pas du tout un concurrent pour Tulip, il n'y a pas de souci, mais c'est un outil qui est qui est vraiment centré sur cette notion d'item. Et chez Remember the Milk, ils font parler un petit personnage à leur mascotte, un petit singe. Et ce petit singe, il a souvent des pensées du jour. Et là, il y en a une que je trouve vraiment très très sympa. Voilà, beaucoup plus important que de bosser comme un fou, c'est de savoir sur quoi il vaut mieux bosser. Voilà, je trouve ça effectivement assez intéressant. Alors, je vais vous décrire trois use cases qui correspondent donc à des cas de figure qu'on a régulièrement autour de nous. Première situation, on va dire un projet standard où les gens ne sont pas forcément familiers avec l'outillage Tulip. Soit ils sont plutôt basés sur SharePoint, soit ils ne sont pas trop corps outils. Personnellement, moi j'aime bien aborder les choses en douceur et j'essaye de convaincre les collègues sur ce projet de déjà travailler avec ces 3 trackers. Donc une to-do list pour vraiment le tout venant, sans se faire trop de nœuds au cerveau sur le type de choses qu'on dépose, mais vraiment le tout venant. Les feedbacks. Alors j'ai pas mal de collègues qui m'ont dit « Ah Patrick, évite d'utiliser le terme de bug, on va déjà parler d'un feedback d'un utilisateur ou d'une partie prenante et puis on verra si ça devient un bug. » Donc voilà, du coup, pour faire plaisir à ces différents collègues, j'appelle ce tracker feedback. Et puis je disais que voilà, moi ce sur quoi je travaille, c'est vraiment la construction et le déploiement de produits et de services. Donc le fait de garder une traçabilité de ce que l'on a mis en ligne. Moi, je le fais au moyen d'un tracker que j'aime bien appeler Rollout, donc le suivi des déploiements, donc pour garder les dates de mise en ligne et puis éventuellement de mise à l'arrêt de telle ou telle version, donc voilà, un tracker des rollouts. Pour moi, c'est vraiment les 3 basiques dans mon expérience. Voilà, ce avec quoi on arrive depuis quelques années, je trouve, à embarquer dans l'aventure des gens qui n'étaient pas forcément convaincus avant, c'est grâce à ces fonctionnalités, on va dire la vision plus graphique des items, donc le cardwall ou le Kanban. C'est quelque chose qui a été, moi je trouve, extrêmement précieux dans l'aventure de Tulip. C'est vraiment, je trouve, à ce moment-là qu'on a pu finir de convaincre des gens qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément... comment on va dire, n'avaient pas forcément envie d'utiliser ce type d'outillage. Un deuxième cas d'utilisation, quand on est sur un projet de développement d'un logiciel, d'une plateforme, donc avec des gens beaucoup plus, je dirais, acquis aux méthodologies agiles par exemple, donc effectivement dans ce cas-là, on mettra en œuvre un dashboard Scrum. Mais je mets quand même un petit warning à côté, dans ce que j'ai pu vivre, je trouve que c'est jouable quand on a déjà une majorité de contributeurs qui sont convaincus, parce que si on est sur des gens qui sont voilà, un petit peu trop des chercheurs, qui n'ont pas l'habitude de partager, etc. Bon, ça peut être vu comme une forme de violence, je vais dire le mot, de chercher à mettre en place un dashboard. Je vous parle de mon expérience, hein, voilà, ça n'engage que moi. Troisième cas d'utilisation que je souhaite citer et que je trouve vraiment intéressant dans les pratiques que nous avons au sein d'Orange Labs, c'est le fait d'avoir un projet Tulip, un projet Orange Forge, sur lequel on va s'appuyer pour apporter du soutien à des utilisateurs. Donc là, l'acronyme du projet que j'ai pris comme exemple, c'est MOTAR, méthode et outils pour l'architecte. Et en fait, on offre des possibilités d'accompagnement au projet. Sur ce projet MOTAR, on offre aux gens du groupe Orange qui le souhaitent de la formation, de l'accompagnement, des revues par les pairs. Et voilà, les vieux réflexes, c'était effectivement les contacts par mail. Moi, j'essaie vraiment qu'on se débarrasse de ça. Et dès qu'une demande arrive à l'un d'entre nous, tac, c'est tracé dans ce tracker. Et les gens sont, voilà, des gens qui n'avaient pas forcément entendu parler auparavant de la plateforme Tulip,
du coup, sont vite convaincus en voyant que leur demande est bien tracée, que quand on leur apporte des éléments de réponse, des précisions sur telle ou telle question, ils voient tout ça effectivement arriver avec les notifs sur leur boîte mail. Et on s'est rendu compte qu'on a réussi à embarquer dans l'aventure un certain nombre de personnes grâce à ça. Alors, pour moi, ce qui est très fort, la personne devant moi insistait aussi là-dessus, sur le lien, la traçabilité. Moi, je trouve ça vraiment très très puissant de pouvoir faire le lien entre des artefacts et puis des documents. Ici, notre petite capture. Quand il arrive qu'on ait des éléments en commun, plusieurs artefacts, ce qu'on fait parfois là, dans les projets que je connais, on va utiliser un dossier commun du coup, mais depuis le dossier, on va s'autoriser à avoir le pointeur accessible en un clic vers le ou les artefacts qui s'appuient sur les éléments qu'on a consignés à ce niveau-là, fichiers log ou autre. Et puis évidemment, la navigation, la personne avant moi insistait là-dessus aussi, d'artefact à artefact, quelque chose de très, très précieux. Et puis, là aussi, le fait de pouvoir mentionner dans les logs des commits SVN la référence du bug que notre révision vient résoudre, c'est très précieux. Alors, voilà. Ce chapitre pour insister aussi sur quelque chose qu'on a pu ressentir, c'est en quoi Tulip nous a permis d'embarquer aussi des gens qui n'étaient pas forcément des développeurs. Alors, comment on fait ? Là, je vais traiter deux cas de figure d'activité métier. C'est les designers, concepteurs de services, donc des gens qui, eux, travaillent avec comme outil principal le logiciel Axure. Alors, comment on fait pour permettre, du coup, que tous les membres d'un projet vont pouvoir aussi retrouver à tout moment les éléments fournis par les designers ? Eh bien, ce qu'on a mis en place, on demande à la personne qui travaille donc sur son logiciel favori Axure régulièrement de faire des exports HTML de ce qu'elle a produit. Et puis moi-même ou d'autres collègues du coup un peu plus techniques, on s'occupe de poser un tag SVN et on pousse l'export HTML dans le service web de Tulip. Et ça permet qu'à tout moment, quand on est en réunion, tiens mais attends, dans tes maquettes de design, tu nous avais dit quoi ? Voilà, on a l'info accessible en quelques clics. Et effectivement, c'est des choses qu'il y a quelques années, les gens n'avaient pas forcément l'habitude de faire, chacun était un petit peu avec son client lourd, quoi. Et on a eu la même chose avec les architectes, donc moi je fais partie de ce monde-là. Notre outil de travail, un de nos outils de travail, c'est le logiciel Enterprise Architect qui nous sert à modéliser en UML. Et bien là, on a fait en sorte de s'imposer un peu le même exercice. Régulièrement, on fait des exports HTML de la modélisation. On pose un tag pour faire des traces de la version et on exporte ça. Et on est même allé jusqu'à pousser je dirais le détail, jusqu'à développer chez Orange une extension pour notre modeler Enterprise Architect. Ce qui fait que la pose du tag et le fait de publier en HTML, ça se fait aujourd'hui en 2-3 clics, quoi. Alors, je m'approche de la conclusion. Quelques leçons apprises. Moi, je vais donner mon ressenti ici. Ce que je note en échangeant avec un certain nombre de collègues sur le site de Lannion. Donc je vous dis, c'est un gros site, hein, on n'est pas loin de 1200. On a la chance de pouvoir pas mal discuter dans les espaces cafés, etc. Donc aussi de sujets techniques. Moi, j'ai noté à quel point le fait d'avoir une offre de formation sur Orange Forge facilement localisable, eh bien c'est quelque chose qui a beaucoup aidé à l'adhésion. Donc merci à Laurence d'animer ces différentes sessions de formation, donc Laurence qui est parmi nous, Laurence Terrien, et donc de prendre soin à la fois de s'adresser aux nouveaux et puis d'apporter des éléments plus avancés sur Scrum ou Kanban par exemple. Ce qui nous a aidé aussi collectivement à plus et mieux utiliser Orange Forge, c'est de s'appuyer, parce qu'il y a bien un couplage entre outils, hein, c'est un petit peu l'idée que je voulais exprimer par rapport à cette tout à l'heure triangulation SharePoint, Plaza, Orange Forge, sur notre réseau social d'entreprise, donc qui s'appelle Plaza chez nous. Eh bien, il y a un espace qui regroupe les utilisateurs d'Orange Forge. Et ça, c'est très précieux, parce que les gens peuvent effectivement faire des retours d'expérience, proposer des bonnes pratiques, choses comme ça. Donc ça nous donne un contenant pour discuter aussi entre nous sur des façons d'utiliser Tulip, donc qui s'appelle chez nous Orange Forge. Quelque chose de très utile aussi, c'est donc ce fameux guichet pour les utilisateurs qui ont des questions sur l'usage ou
pourquoi pas une suspicion de dysfonctionnement. Donc ça a été outillé avec un tracker Tulip, donc c'est très très vertueux. Et puis un lien direct, et ça c'est pas juste un détail, pour moi c'est très puissant. Quand un item est remonté côté Orange, la référence vers le tracker SLA côté Enaline peut être valorisée. Et puis, bien sûr, ce qui joue énormément, et c'était vraiment une condition nécessaire, si ça marche aussi, c'est parce que chez nous, et ben voilà, il y a 3 collègues très très engagés qui sont dans la salle, donc c'est Laurent Sterrien, Romulus Signa et Christian Bale, donc je les salue, et pour moi c'était effectivement un élément extrêmement important pour la réussite de l'aventure. En conclusion, j'ai envie de donner 2 mots-clés. Pour moi, ce qui se passe avec Tulip chez Orange, c'est effectivement une illustration d'une relation de transparence de bout en bout et d'efficacité. À l'intérieur du périmètre Orange, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est que les utilisateurs de Tulip, donc Orange Forge, savent comment localiser le support. Les opérations de mise à jour, elles nous sont annoncées. Donc là, j'ai mis une petite capture d'écran, un exemple d'un petit post que Laurence avait fait. Voilà, tel jour, s'attendre à ce qu'à 13h, il puisse y avoir des perturbations, parce qu'on passe à la version Tulip 7.9. Voilà, les utilisateurs sont clairement identifiés, sont clairement notifiés. Et puis, la relation entre Orange et Enaline, alors moi je me place de mon point de vue à moi, user, hein, je laisserai éventuellement mes collègues compléter pour l'aspect infra. Du point de vue utilisateur, moi je trouve ça effectivement extrêmement agréable de bénéficier du rythme de mise à jour très soutenu, et puis d'avoir toute la visibilité sur la release note apportée par la nouvelle version. Alors effectivement, dans le monde du développement logiciel, on pourrait me dire c'est évident ça. Et moi je vous dis c'est pas évident, parce que ce que je connais sur SharePoint, ce que je connais sur la mise en œuvre du réseau social d'entreprise, j'ai beau être un utilisateur assez impliqué dans ces sujets-là, quand il me faut parfois pleurer pour avoir des informations sur ce qui se passe côté SharePoint ou côté Plaza, côté Tulip, j'ai pas besoin de pleurer, j'ai l'info en un clic. Et voilà. Donc je suis personnellement donc tout à fait enthousiaste de ce que je peux vivre avec la plateforme Tulip. Voilà. Merci beaucoup, Patrick.